Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'appelle solennellement Yaël Braun-Pivet à être responsable, à garantir les droits du Parlement et à ne pas mobiliser cet article 40. Ce gouvernement utilise toutes les procédures, toutes les règles, jusqu'aux zones grises pour ne pas voter. Voilà, c'est ça l'objectif. Si chacun assumait ses responsabilités, cet article 1 n'aurait pas dû être discuté puisque, étant contraire à l'article 40, le président de la Commission des Finances aurait dû se prononcer en ce sens. Ce serait un usage abusif de cet article 40 par la présidente de l'Assemblée nationale. Je trouve ça dingue parce que c'est l'application de la loi et de la règle. Je prendrai mes responsabilités, c'est la raison pour laquelle je suis présidente de l'Assemblée nationale. Il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel. Si elle mobilise dans les 48 heures l'article 40, je pense qu'elle perd toute autorité. Et donc, à 2 jours de l'examen de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le groupe Lyot a déposé un amendement pour réintroduire dans le texte de l'article 1 la loi portant sur l'âge légal de départ à la retraite. Seulement, l'examen du texte pourrait ne pas avoir lieu si la présidente jugeait l'amendement irrecevable financièrement et utilisait l'article 40 de la Constitution pour empêcher le vote au Parlement. Un choix assez complexe qui s'impose, Philippe. Oui. Un dilemme terrible pour la présidente de l'Assemblée nationale, soit utiliser l'article 40 de la Constitution pour empêcher le vote à l'Assemblée, ça satisfera la majorité présidentielle, mais ça fera encore augmenter la colère, ou tirer, vous me passerez l'expression, contre son camp, et regagner de la popularité, mais créer une fracture inéluctable avec le chef de l'État et la majorité. Cruel dilemme, terrible dilemme. Mais pour vous, qu'est-ce qu'elle doit faire, Yaël Braun-Pivet? Elle doit aller selon sa conscience, selon ses idées, ou selon ses intérêts politiques. Dans tous les cas de figure, appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, sur notre compte Twitter, vous dites qu'elle doit avoir le courage de ne pas utiliser cet article 40. Et vous dites oui, à plus de 95%. Et pour en parler, notre invité Luc Gras est avec nous, politologue. Bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Luc, vous êtes une vraie voix, donc vous connaissez le principe. Tour de table d'abord avec Philippe Bilger. Est-ce que c'est un vrai dilemme pour je crains, la ma chère présidente Cécile et Philippe, qu'elle ne soit plus dans un dilemme, que pour elle, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Elle considère que faire respecter l'article 40, c'est faire respecter la loi. Alors, sous le contrôle des spécialistes, la seule chose qui pourrait s'opposer à cela, c'est le fait, a-t-il semblé, que jamais on a mis en œuvre l'article 40 pour des propositions de loi, sauf une seule fois, et que, évidemment, si on le mettait en œuvre pour les propositions de loi, il est évident que, à la limite, plus aucune proposition de loi ne pourrait être déposée. J'ajoute qu'elle pourrait, évidemment, si elle était en effet dans le dilemme, se dire qu'il y aurait peut-être un désastre démocratique, à défaut, évidemment, d'une violation de la Constitution. Mais ça... Françoise Degois. Écoutez, il faut arrêter de faire de Yaël Braun-Pivet une héroïne qui serait face à son destin. Le choix de Sophie, le choix de Yaël, le choix, elle l'a fait depuis longtemps. Elle avait la possibilité de s'opposer. D'ailleurs, elle a eu des velléités de le faire. Et puis, je pense que la pression a été forte et que c'est pas quelqu'un qui résiste difficilement à la pression. Yaël Braun-Pivet, c'est la personne qui a enterré la commission Benalla. C'est la femme, la présidente qui a fait savoir qu'elle s'opposait au 49.3, mais qui l'a quand même accepté. Donc, je veux bien qu'on envoie des signaux en disant, là, je suis pas d'accord, mais non, maintenant, elle est plus royaliste que le roi, elle est plus article 40 que l'article 40 lui-même. Il y a zéro dilemme. Elle va aller jusqu'au bout d'une logique partisane. C'est à peu près normal. Ce système de la 5e présidentielle, rend fou tout le monde et fait perdre toute émancipation. Il faut être très fort pour s'émanciper en tant que président de l'Assemblée nationale. François de Rugy en sait quelque chose. Il n'a jamais réussi à le faire. Et d'ailleurs, il n'en a jamais eu envie. Donc, voilà. L'affaire est entendue, mais la réalité, c'est que là encore, moi je crois pas que ce soit une présidente à la hauteur. François de Rugy, justement, c'est pas le choix. Yaël Braun-Pivet, c'est pas le choix du président, donc elle pourrait très bien s'émanciper. Oui, c'est vrai. La question qui est posée sur Twitter, et on pourrait la reformuler d'une autre façon. Bien sûr, allez-y. C'est est-ce que parce que nous on a cherché au mieux. Hein. Est-ce que elle est excellente d'ailleurs. C'est simple. Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale ou un président de l'Assemblée nationale en général, quel qu'il soit, respecter la Constitution, doit avoir le courage de faire respecter le règlement. Parce que moi, je peux en parler d'expérience. C'est que quand on est président ou présidente de l'Assemblée nationale, on est sans cesse soumis aux pressions de la majorité, des oppositions des uns et des autres, qui voudraient toujours que le règlement aille dans leur sens. Or, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dans une assemblée, sinon c'est le bordel, en effet. Sérieux, il faut qu'il y ait quelqu'un qui applique les règles. Et maintenant, on va en reparler 2 secondes des règles.
De quoi on parle? On parle du fait que les propositions de loi qui sont inscrites en effet à l'ordre du jour par les groupes, majorité ou opposition, elles sont inscrites librement. Mais elles ne sont pas comme ça exonérées de cette question, qui n'est quand même pas une petite question de procédure, de savoir combien ça coûte. Non mais ça va, je peux quand même finir en plus avec les propos insultants qui viennent d'être tenus sur le fait que je ne me suis pas émancipé. C'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait une vraie commission d'enquête sur l'affaire Benalla en direct sans attendre le mois de septembre, contrairement à ce que souhaitait à l'époque un certain nombre de gens qui s'abritaient derrière le règlement, et j'ai utilisé une autre disposition du règlement. Donc moi, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je faisais appliquer le règlement et rien d'autre. Et c'est normal que la présidente actuelle le fasse de la même façon. Et elle ne sera pas populaire, ni auprès de la France Insoumise, ni auprès des syndicats. Mais les syndicats, ils n'en ont rien à faire des règles de l'Assemblée. C'est normal, c'est pas leur sujet. En revanche, la présidente de l'Assemblée nationale ou les députés, ils doivent en avoir quelque chose. Bah oui, parce que je sais que pour m'imposer, il faut parler fort et continuellement politique. Je connais les méthodes, en effet, des AG syndicales. Mais l'Assemblée nationale, c'est pas une AG d'étudiants, c'est pas une AG à Nanterre dans une fac, c'est une assemblée avec des règles. Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est justement la loi de celui qui crie le plus fort dans l'Assemblée. Dieu sait s'il y en a qui s'y essayent. Et donc, il faut faire respecter des règles. Et c'est normal qu'une proposition, un article de loi qui pourrait être voté comme ça, avec peut-être, personne ne le sait, 15, 16, 17, 18 milliards de coûts, eh bien on dit non. À un moment donné, c'est pour ça que l'article 40 de la Constitution depuis 1958 existe et n'a jamais été modifié. Et il n'a jamais été utilisé, sauf une fois. Mais bien sûr que s'il est utilisé sans cesse. 10% des amendements en moyenne sont rejetés au titre de l'article 40 et 10% au titre de l'article 45. Écoute-moi, François, tant de mauvaise foi me tue. Mais bon, t'as raison. Luc Gras. Luc. C'est ton travail. Oh, François. Non, mais c'est son travail. Luc Gras. Luc. Bon, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que je crois que la question du dilemme terrible est effectivement dépassée, comme le disait le sage Philippe Bilger, parce que manifestement, la présidente actuelle a tranché. Premier point. Deuxième point, je trouve que c'est vrai que c'était pas très agréable par rapport à François de Rugy, la remarque de ma chère Françoise, parce que ça a été un des présidents qui a proposé à plusieurs reprises de réformer le fonctionnement du Parlement. Non, mais quand vous parlez Françoise, les gens vous croient, donc c'est pour ça que... Non, mais je pense pas que ce soit une grande victime, François de Rugy. Allez, je pense pas que c'était une blague. Sur le fond de l'article 40, c'était vraiment une blague. Donc je parle sous l'observation d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe ? Toute proposition de loi a des implications financières, en tout cas quasiment toutes, et par contre, sauf les changements de nom, des choses comme ça, mais en grosso modo, il y a beaucoup de propositions de loi qui ont des implications. Il n'est pas juste de dire qu'il n'est jamais utilisé. Là, François de Rugy a complètement raison. On sort très souvent l'article 40 avant même, donc les députés rédigent leurs propositions de loi et très vite sont frappés, l'argument de l'irrecevabilité fait qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Oui, voilà. Mais la vraie question, c'est que on voit bien que c'est compliqué parce que d'une part, le législateur a souhaité, par la réforme de 2008, permettre à des niches parlementaires permettant une fois par mois à l'opposition de présenter des textes. Et de l'autre côté, parallèlement, on leur interdit quasiment d'aller au bout des textes, parce que comme il y a des implications financières, surtout les textes proposés, on voit bien que c'est dans la nuance, comme disait Goethe, c'est dans la nuance de l'exercice de l'article 40 qu'on doit sous-peser les choses. C'est-à-dire que tout a des implications financières. Est-ce qu'on peut se permettre, au nom de la démocratie, de bloquer le processus initié par Lyotte en sortant, dès lors qu'ils ou la NUPES, dès lors qu'ils vont sortir le retour aux 64 ans, l'argument de l'article 40 pour ne même pas discuter de la proposition? C'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul. Sur le court terme, on peut le comprendre. Sur le long terme, ça fait quand même, c'est un peu embarrassant dans le cas du fonctionnement de nos institutions. D'ailleurs, plusieurs autres personnalités ont proposé purement et simplement de supprimer cet article 40, tant il entache le processus parlementaire d'une sorte de petit déni de démocratie. Vous pensez, tiens, comme on est la radio du rugby, qui a l'esprit et qui a la règle, tant pour l'arbitrage que pour les arbitrages de la présidente de l'Assemblée nationale, appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger, vous voulez répondre? Est-ce que ma question, elle est pour Luc et pour François? Moi, encore une fois, je n'ai pas la connaissance de la procédure
procédure parlementaire dans le détail. Est-ce qu'il peut exister des propositions de loi qui ne soient pas battues en brèche par l'article 40 ? Ça peut exister. Bien sûr, il y a des propositions de loi, notamment par exemple tout ce qui touche au droit pénal, qui n'ont pas d'impact budgétaire au titre de l'article 40. Je voudrais quand même juste rappeler en termes de procédure, parce qu'à chaque fois on a une mémoire qui s'arrête à l'instant T. Mais au départ, la proposition de loi, elle a été inscrite. Oui. Elle va en commission. C'est son cheminement normal. Elle est renvoyée devant la commission concernée. Là, normalement, le président de la commission des finances, puisque c'est son rôle, doit dire si elle est recevable au titre de l'article 40 ou pas. Déjà, il y avait le débat à ce moment-là. Le président de la commission des finances, dont tout le monde sait qu'il est de la France insoumise, a dit mais pour moi il n'y a aucun sujet. Bon, il a quand même fait un argumentaire de 6 pages. Ça ne devait pas être si évident que ça à la première lecture, parce que expliquer que passer de 64 à 62, ça n'a pas d'impact financier, ou que ça peut être traité par la hausse des taxes sur les tabacs, c'est pas sérieux, tout le monde le sait très bien. Et d'ailleurs, l'article 2 de cette proposition de loi disait le financement de la mesure est renvoyé à une conférence sociale. Et à ce moment-là, la commission a voté. La commission a voté sur cet article 1. Il s'est trouvé 38 voix contre 34 à la commission. Je rappelle que la majorité a 32 voix au sein de cette commission. Donc elle a reçu le soutien de 6 députés de l'opposition, en l'occurrence LR, pour voter avec elle contre cet article 1. Et donc, ça, c'est la règle. L'article a été supprimé en commission. Les oppositions cherchent à le remettre en séance. C'est aussi la règle. À ce moment-là, l'amendement est soumis à la recevabilité au titre de l'article 40. Et à ce moment-là, ce qui a toujours été le cas, un député qui n'est pas content d'une décision du président de la commission des finances peut demander à la présidence de l'Assemblée nationale de se prononcer. C'est ce qui a été fait, ou ce qui va être fait demain. Et c'est dans ce cadre-là que ce sera déclaré irrecevable. Ce qui n'empêchera pas d'avoir le débat, vous le voyez bien. Oui. Et on peut, et j'aimerais bien connaître d'ailleurs l'avis de notre professeur de droit ou de droit constitutionnel, politologue, pardon. On peut quand même se poser la question, et c'est un vrai sujet parce que ça ne s'était jamais produit, de savoir si c'est concevable dans une démocratie que quelques semaines après la promulgation d'une loi, on propose déjà de l'abroger par une autre séance à l'Assemblée. Et si on pouvait faire ça tout le temps. Imaginons par exemple que le mariage pour tous en 2013, à peine promulgué, LR à l'époque ait fait une proposition de loi et ait remis dans le bastringue le fait de dire « Ah ben non, on va l'abroger ». Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucun ordre juridique sécurisé dans notre pays. Et donc, comme les gens ne sont pas capables de le faire par responsabilité, ça veut dire qu'un jour, il faudra le mettre dans la règle, de dire on ne peut pas remettre au vote une disposition qui a fait l'objet d'un vote. Allez, François, et ensuite on va au standard. Parce qu'après, on part au standard, ça réagit beaucoup. Honnêtement, franchement, François, vous pouvez faire de la technique autant que vous voulez. Avec les règles. On peut se cacher derrière la règle. La réalité, c'est que vous avez tous peur d'un vote qui serait favorable. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est favorable. Mais le vote en commission a été fait de manière, en plus de ça, avec les Républicains qui ont été interchangés au dernier moment pour être sûr. Vous pouvez pas faire, François, et c'est ça qui est détestable, je vais vous le dire. Vous pouvez pas faire, c'est pas vous qui êtes détestable, vous ne pouvez pas faire comme si on n'était que dans la technique, comme si nous étions que dans la règle, comme s'il était naturel. Bien sûr que cet article 40, il est utilisé, et Lugrin, c'est sympathique de rappeler qu'il est utilisé, mais il est jamais utilisé quand on a au bout des choses, il est utilisé avant, et quand on est dans ce processus-là, c'est Éric Woerth qui s'en est autosaisi une seule fois, donc ne jouez pas avec les mots, ne faites pas passer les oppositions de droite comme de gauche pour des andouilles. La réalité, c'est que vous ne voulez pas que ce texte soit voté, vous avez peur qu'il le soit, ce qui serait évidemment une claque politique. Mais moi, j'ai vraiment du mal à ce que vous compreniez pas que c'est assez simple. J'ai vu Aurore Berger ce week-end par un hasard d'avion, et je lui ai dit mais laisse voter les gens, Aurore. On a voté en commission. Je lui ai dit mais laisse voter les députés. C'est le seul moyen de purger la chose. Allez François, 0826 300, Frédéric 300, pardon, j'en ai oublié un. Frédéric est avec nous de Blagnac. Une réaction, Philippe. Notre voix du jour. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'elle devrait utiliser l'article 40 ou pas, Yael Braun-Pivet? Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que déjà, c'est des sujets qui sont un peu éloignés de la réalité du quotidien de tous les citoyens. On a un petit peu du mal à se retrouver. Mais je ferai une différence entre le 49.3 et l'article 40. Voilà. Là, en fin de compte, nous sommes sur un sujet qui va entacher non seulement notre présent des retraités, mais également les futurs retraités et nos enfants. L'article 40, c'est vraiment pour dire, attention, ce que vous allez proposer va mettre en péril le budget et les recettes dessus. C'est pas le bon sens, je veux dire, de la loi. Donc, devant, je dirais, la difficulté, j'aurais tendance à dire oui, il faut le voter parce qu'on ne va pas prendre le risque de se prendre encore 18, 20 milliards ou autre, peu importe les sommes de déficit sur le budget, qu'on ne sait pas comment compléter.
Les propositions qui sont faites par le groupe Lyot, on ne peut éventuellement la refuser que s'il y a des gages, et les gages qui sont donnés aujourd'hui ne sont pas sérieux. Et en plus, les gages qui vont être donnés vont m'être donnés en plus, je vais en être un contributeur exemplaire, puisque ça va être sur le tabac. Étant fumeur, encore une fois... Ah bah oui, moi aussi. Mais moi, je veux bien. Encore une fois, en fait, on va tout simplement détourner la source de prélèvement de revenus sur des personnes, sur le tabac, sur d'autres choses. Donc, c'est une manière déguisée d'aller reprendre de l'imposition. Après, c'est pas mal pour la santé. Après, c'est... Frédéric, est-ce que vous êtes, de toute façon, vous êtes pour cette réforme, au départ, ou pas ? Parce que j'entends bien ce que vous dites, 49.3, c'est pas comme 40. Vous dites, est-ce que vous êtes pour cette réforme ? Alors, je suis pour un équilibre des retraites. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut trouver des solutions. On le sait depuis la nuit des temps. Il est centriste, lui. Voilà. Non, c'est pas centriste. Non, mais vous êtes pour ou contre la réforme. C'est assez simple. C'est assez simple, vous êtes pour ou contre. Non, mais je vais vous répondre, et je vais vous répondre dans ma profession. D'accord ? Dans ma profession, j'examine le sujet des retraites depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, on n'arrête pas de dire que, de toute façon, on va avoir un temps soit peu un déficit, et notamment avec le baby boomer, les papy boomers, etc. Il faut trouver des solutions. Donc, de toute façon, il va falloir trouver des solutions, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il faut qu'on allonge la durée de travail, ou est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, on augmente les cotisations, ou alors à un moment donné, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on doit réduire les prestations ? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver Frédéric, pardon, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Le mot de la fin avec Luc Gras. Je suis désolé, Frédéric, parce que ça passe tellement vite. Luc, le mot de la fin peut-être. Le mot de la fin, c'est que d'abord, ce que la loi a fait, une autre loi peut le défaire, pour répondre à la question tout à l'heure. Ça, c'est clair, et il n'y a pas de délai par rapport à ça. Le problème, et on le sent bien, et François de Rugy le sent bien aussi, parce que c'est un démocrate, c'est quelqu'un qui est habité de cela. On voit bien le problème qu'on a dans ce sujet-là. Constamment, depuis le mois de janvier, 2 Français sur 3, comme aurait dit Giscard d'Estaing, 2 Français sur 3 sont contre la retraite à 64 ans, parce qu'ils voulaient une réforme non pas sur la quantité de travail, mais sur la qualité du rapport au travail. Donc la Constitution, elle repose sur un parlementarisme rationalisé visant à contraindre une majorité récalcitrante, comme ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, on passe du mot contrainte au mot contrer à travers l'utilisation successive et astucieuse et habile du 49.3, du 44, du 47, etc., etc. Donc le sujet de fond, c'est la démocratie, c'est le fonctionnement d'une démocratie moderne en 2023. Merci. Il ne faudrait pas que pour une économie de 10 milliards à peu près à l'arrivée, et avec tous les soucis, les remous que ça fait dans le pays, le président Macron demeure celui qui n'a pas contribué au bon fonctionnement démocratique. Merci Luc, en tout cas d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant, on se détend comme d'habitude. C'est le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit ? À tout de suite.